Bon webinaire. Merci Marine. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous nous entendez bien. Bienvenue pour ce nouveau webinaire NanoElec. Je suis Christophe Villemazet, directeur du programme Pulse de l'IRT NanoElec. Le programme Pulse s'intéresse à la sécurité des systèmes intelligents. Une des thématiques fortes de ce programme est la sécurité de l'intelligence artificielle embarquée, avec une attention particulière aux aspects matériels. C'est dans ce contexte que nous accueillons ce matin Bastien Vuillot, doctorant au CEA Leti, en collaboration avec l'École des mines de Saint-Étienne. Bastien prépare une thèse dans le cadre de NanoElec sur la sécurité de l'apprentissage profond décentralisé. Et il nous fait l'honneur ce matin de venir nous présenter ses derniers travaux sur la sécurité, l'évaluation des attaques par porte dérobée sur l'apprentissage fédéré. Je rappelle, si vous avez des questions pendant l'exposé de Bastien, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Nous essaierons de les traiter un maximum après son intervention. Bastien, c'est à toi. Merci Christophe. Bonjour à tous. Donc, je suis Bastien Vuillot, je suis doctorant au CEA Leti. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de travaux que j'ai fait durant l'année dernière. Donc, c'est des travaux que je fais avec Pierre-Alain Moïlic du CEA Leti, donc, qui est mon encadrant de thèse, et Jean-Max Dutertre à l'École des mines de Saint-Étienne, qui est mon directeur de thèse. La présentation s'intitule « Peut-on faire confiance à l'IA collaborative ?» et j'ai ajouté un sous-titre, donc c'est l'évaluation des attaques backdoor, donc je vais parfois faire des anglicismes entre backdoor et porte dérobée, contre les adaptations de modèles en federated learning. Donc je vais expliquer un peu tous ces concepts et puis ensuite expliquer les travaux que j'ai réalisés. Donc pour commencer, voilà, je vais définir un petit peu pas mal de notions liées à l'apprentissage fédéré, aux attaques par porte dérobée et aux adaptations de modèles avec la low rank adaptation. Et puis ensuite, je vais détailler un peu les résultats que j'ai obtenus sur cette étude et puis discuter un petit peu les limites et les questions que ça engendre. Donc pour commencer, un petit peu d'introduction et de contexte donc, à propos de l'intelligence artificielle, donc aussi le machine learning, et en particulier, moi j'ai travaillé surtout sur du deep learning. Dans le contexte mondial, on a clairement une tendance à des fortes croissances en termes de complexité des modèles. Donc on a des modèles de plus en plus grands, qui sont de plus en plus utilisés dans plein de domaines et qui peuvent faire des tâches très, très diversifiées. Donc, par exemple, GPT, quand ChatGPT est sorti, on avait GPT-3 et actuellement, on est à GPT-5. Donc, vraiment, les modèles sont en train de grandir de plus en plus avec de plus en plus de paramètres. On a aussi un contexte où, en fait, l'IA est déployée partout, donc dans des objets connectés, des voitures connectées, des usines, etc. Donc, ça renforce l'importance de ces technologies-là. Et ça, c'est un petit peu moins connu, mais en fait, on peut avoir des failles de sécurité au sein du deep learning. Et les réseaux de neurones peuvent avoir des failles et peuvent être empoisonnés avec certaines attaques. Donc, ça, c'est les travaux sur lesquels j'ai travaillé. Pardon, c'est des travaux oui, sur lesquels je me suis intéressé. Et donc, on a aussi un contexte où les gouvernements et par exemple l'Union européenne cherchent à réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle au vu de tous ces aspects-là. Donc ça, c'est pour un contexte assez général. Et puis, donc, moi, je me suis intéressé à l'apprentissage qu'on appelle fédéré. Donc, c'est l'idée qu'il y a derrière le terme IA collaborative. Donc, c'est un type d'intelligence artificielle ou de deep learning qui est assez spécifique, donc qui est fait avec un ensemble de clients, par exemple des objets connectés, des smartphones, ça peut être des voitures connectées, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'exemples d'utilisation. Et l'idée, en fait, c'est que chacun de ces clients vont avoir un modèle qui est local, avec une base de données qui est en local. Donc, par exemple, sur un téléphone, des conversations de messages. Par exemple, sur une voiture connectée, on va avoir des
des caméras, etc. Et donc, chacun de ces clients va apprendre un modèle. Et le problème, c'est qu'eux, tout seuls, ne peuvent pas créer quelque chose de cohérent et de suffisamment précis. Donc, ils vont être fédérés par un serveur qui va être responsable d'une agrégation, en fait. Donc, les modèles, les réseaux de neurones vont être envoyés à un serveur et ces réseaux vont être agrégés pour une version commune qui va être renvoyée au client et on va construire comme ça un modèle qui est précis et qui n'aurait pas été possible si on avait utilisé un seul des clients. Donc on a des allers-retours qui se font entre le serveur et les clients. Et donc on a beaucoup d'avantages et aussi des limites à ce type de technologie. Donc le premier, c'est qu'on peut s'entraîner sur des bases de données qui sont éparpillées sur plein d'objets connectés à droite, à gauche. On a un avantage, c'est que c'est les clients qui sont responsables de l'entraînement des réseaux de neurones. Donc ça permet d'éviter d'avoir besoin de beaucoup de ressources dans des serveurs, etc., puisqu'en fait, on a déjà potentiellement des ressources au sein des téléphones, au sein d'autres processeurs qui sont déjà déployés. Et puis, il y a aussi des questions de confidentialité des données, vu que les données ne sont pas remontées au serveur. Elles sont potentiellement mieux sécurisées. Voilà. Alors ça permet en effet de ne pas partager ces données du point de vue d'un client, mais il faut aussi garantir que ces données soient bien, très bien protégées, malgré le fait qu'on puisse partager les réseaux de neurones. Et donc, les limites, c'est que parfois, on a un peu du mal à gérer l'hétérogénéité des bases de données et des modèles. Donc ça, c'est plein de sujets assez intéressants en federated learning que je mentionne très rapidement, mais très souvent, il y a beaucoup de papiers scientifiques qui discutent de ces limites, de ces technologies. Voilà, comme je l'ai dit, il y a aussi potentiellement des risques de confidentialité des données, puisque elles sont en local, mais il faut quand même garantir qu'elles restent confidentielles. Et nous, ce sur quoi on s'est intéressé, c'est l'intégrité de ces systèmes-là. Et on va voir qu'on peut attaquer ces systèmes et les empoisonner potentiellement, et donc avoir des IA empoisonnés. Donc, quelques exemples de federated learning, comme je l'ai dit. Donc, il y a les voitures connectées avec NVIDIA qui font déjà des tests à grandeur nature. Un exemple très connu aussi qu'on répète beaucoup, c'est le Google Keyboard avec la prédiction du mot, du prochain mot, en fait. Celui-ci aussi, c'est souvent fait avec de l'apprentissage fédéré, puisque c'est pour éviter de remonter les conversations dans des serveurs. Et puis, on a aussi d'autres applications, donc, par exemple en santé, avec des algorithmes qui permettent de gérer les taux de glucose sur des appareils connectés. Voilà, donc il y a vraiment, c'est très large en fait comme cas d'utilisation. C'est pour ça que c'est très rendu. Et donc, les sujets sur lesquels je me suis intéressé, c'est la sécurité de ce type de système. Et l'idée, c'est que, alors ce qui est très intéressant, c'est que vu qu'on va donner la confiance à des clients qui sont potentiellement tiers, donc à des téléphones qu'on ne va pas forcément maîtriser, à des voitures connectées qui vont être déployées dans des villes, etc., et ben, un de ces clients peut être compromis, malicieux, et chercher à empoisonner l'intégralité du système. Et donc, l'idée, c'est qu'ils vont, alors il y a plusieurs manières de faire, mais ils vont empoisonner un modèle pour l'envoyer au serveur, et lors de l'agrégation, ce serveur va empoisonner le modèle global et renvoyer un modèle empoisonné à tout le monde. Donc ça, c'est un risque qui est assez intéressant. Donc il y a beaucoup de papiers qui réfléchissent à ces questions-là. Et une manière d'empoisonner, c'est avec ce qu'on appelle des portes dérobées. Et donc, c'est des attaques backdoor. Alors, les attaques backdoor en deep learning, c'est une injection d'un comportement en plus dans le réseau de neurones qui n'est pas censé être là. Alors, un des exemples assez connus, c'est par exemple, on va rajouter un autocollant sur les panneaux stop, par exemple, et le réseau de neurones va le classifier d'une mauvaise manière et envoyer par exemple vers une limite de vitesse à 120 km/h, ce qui n'est pas du tout prévu.
Et en fait, ce comportement-là, donc le lien entre ce qu'on appelle le trigger, donc le petit autocollant, le patch, et vers une cible, donc la target, la vitesse limitée à 120 km/h. Et donc, on va empoisonner le réseau de neurones pour qu'il fasse un lien très direct entre cet autocollant et cette classe. Donc ça, c'est une question de sécurité du deep learning qui est vraiment beaucoup étudiée et qui peut être, enfin, qui est possible dans beaucoup de tâches, en fait. Et donc, par exemple, j'ai aussi mis un exemple en langage naturel où on va associer, en fait, donc voilà, une phrase spécifique avec un adjectif très spécifique. Et peu importe, en fait, tout ce qu'on va raconter en amont, etc., il va y avoir ce lien très fort dans le système parce qu'il est empoisonné. Et donc, on va pouvoir l'utiliser à mauvais escient. Alors, moi, j'ai étudié 4 attaques différentes qui sont donc des papiers assez reconnus dans l'état de l'art, qui permettent en fait d'injecter des poisons en apprentissage fédéré. Donc, je vais les présenter très rapidement, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, l'idée, voilà, c'est qu'on va rajouter ce petit patch. Donc, là, c'est d'une manière artificielle. Donc, on rajoute des pixels comme ceci. Mais en fait, c'est une très bonne approximation de ce qu'on peut faire en termes d'empoisonnement. Et donc, ensuite, algorithmiquement, on peut essayer plusieurs attaques. Donc, j'ai gardé une baseline, donc une attaque de base avec juste un autocollant comme ceci. Et j'ai aussi utilisé donc Neurotoxine, qui est un papier très intéressant où en fait, ils vont cacher le poison dans des parties du modèle qui sont peu utilisées. Et donc, ça va être plus discret et ça va permettre que le poison va persister plus longtemps. On a aussi une attaque distribuée. Donc là, l'idée, c'est que vu qu'on va avoir plusieurs clients qui sont compromis, on peut un peu diviser le poison pour utiliser le fait que c'est distribué, en fait. Donc faire une attaque qui utilise les propriétés du système en lui-même. Et ensuite, on a une attaque adaptative. Donc celle-ci, c'est une des dernières qui est très intéressante aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'adapter les pixels en fonction du modèle pour avoir un poison qui est beaucoup plus performant. Voilà. Donc moi, j'ai travaillé surtout sur des tâches de vision par ordinateur, mais ces attaques-là, elles sont potentiellement utilisables dans du langage naturel ou dans d'autres tâches. Voilà. Mais du coup, c'est une première étude qui reste très intéressante. Et donc, ces attaques-là, elles sont souvent très utilisées dans des contextes particuliers, qui sont des contextes vraiment très pratiques pour les étudier. Mais ça va être des réseaux de neurones qui sont parfois petits et qui sont parfois pas forcément à la page et à l'état de l'art de ce qui est fait actuellement. Et donc là, l'idée de notre étude et du papier qu'on a publié en novembre, c'est de mettre en parallèle donc, toutes ces attaques, mettre en question toutes ces attaques dans un contexte qui est très utilisé aujourd'hui, c'est les adaptations de modèles. Donc, ce qui est beaucoup fait en deep learning, c'est d'avoir un modèle qui est déjà pré-entraîné sur énormément de données. Et en fait, on va juste l'adapter, on va faire quelques dernières modifications pour une nouvelle tâche. Par exemple, GPT-3 va devenir ChatGPT pour faire des questions-réponses, etc. Et donc, une manière de faire ça, c'est avec la low-rank adaptation, qui est une méthode d'adaptation qui utilise très peu de paramètres. Et donc, l'idée, c'est que, alors je vais aller un peu rapidement, mais pour chacune des matrices du réseau de neurones qu'on va avoir, on va rajouter 2 matrices de rang faible. Donc, ici, en fait, c'est des couches de neurones qui sont connectées avec un rang, donc R, qui est faible. Et en fait, c'est uniquement ces 2 matrices-là qu'on va entraîner et ça va être une bonne approximation de notre modèle. Et les matrices préentraînées vont rester gelées et on va entraîner que celle-ci. Et voilà. Et donc, après, j'ai utilisé aussi une méthode d'initialisation qui, en fait, va décomposer la matrice préentraînée en valeurs singulières et en éléments simples.
ça va être une décomposition en éléments simples. Voilà. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette adaptation est énormément utilisée et on peut faire varier le rang R ici pour avoir une adaptation qui utilise plus ou moins de neurones, donc plus ou moins fine, et qui va rajouter plus ou moins de contraintes. Et donc l'idée de notre travail, c'est proposer donc une étude en détail de l'impact de cette adaptation sur les attaques backdoor dans un contexte de federated learning, donc dans l'idée de remettre dans le contexte toutes ces attaques-là. On s'est posé la question aussi du coup donc de quel est l'impact du rang, donc qu'est-ce qui va changer sur le poison lorsqu'on change le rang d'adaptation. Et il y a une question aussi qu'on s'est beaucoup posée, c'est comment proprement évaluer ces attaques, à quel point le poison va être persistant, etc. Et donc c'est des questions qu'on a étudiées parce que c'est pas forcément très bien fait dans les ADLAR. Donc, pardon. Je vais passer aux résultats et expliquer un petit peu nos travaux. Donc, ici, sur ces graphes, on voit l'injection du poison dans un processus de federated learning. Donc, on va avoir des allers-retours, comme je dis, entre le serveur et les clients. Donc, c'est ce qu'on appelle des rounds. Et ici, on voit que les attaquants, petit à petit, ils injectent un poison dans le système jusqu'à 100%. Donc, ASR, c'est Attack Success Rate, donc le taux de succès de l'attaque. Et donc, on va avoir deux phases. On va avoir une première phase, une fenêtre d'attaque dans laquelle les participants malicieux vont essayer d'injecter le poison. Donc, c'est pour ça que l'attaque success rate augmente. Et ensuite, on a une deuxième phase qui est aussi très intéressante et très importante. C'est une fois que les attaquants ne sont plus dans le système, pendant combien de temps est-ce que le poison va persister dans le système. Donc, c'est pour ça qu'on étudie aussi cette deuxième phase qui est la durée de vie du poison. Et donc là, on retrouve les 4 attaques que j'ai présentées rapidement. L'attaque adaptative, la baseline, l'attaque distribuée et neurotoxine. Et donc, on voit que l'attaque adaptative est quand même bien meilleure que les autres. Et puis, on voit que l'attaque distribuée et neurotoxine ont une persistance qui est plus longue dans le long terme. Donc après, voilà, il y a les détails des expériences. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, si vous voulez, vous pouvez aller lire le papier dans lequel il y a toutes les données. Et donc, on a essayé d'étudier la low rank adaptation en faisant, alors d'abord sans adaptation, pour aussi avoir une expérience témoin, et puis ensuite en utilisant l'adaptation avec des rangs plus ou moins fins pour voir si ça impactait l'injection du poison en fonction de l'architecture du réseau de neurones. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que plus le rang est faible, donc c'est-à-dire plus on va resserrer plus on va resserrer nos couches denses de l'aura, plus le poison va avoir du mal à s'injecter, et plus l'attaque success rate va être bas. Donc pour R égale 2, par exemple, il est plus bas. Et aussi, plus la durée de vie va être faible. Donc ça, c'est un premier résultat qu'on a obtenu, qui est assez intéressant, mais qui est en fait que partiel. Ils ne montrent pas complètement tout ce qui se passe et ils ne montrent pas complètement l'impact du rang, en fait. Et il y a aussi quelque chose d'assez étrange, c'est que le Vision Transformer, donc ici, le modèle sans adaptation, donc témoin, est censé être proche d'une adaptation avec R égale 32, donc plutôt une grosse adaptation. Or, ici, il a un comportement qui est assez différent. Donc, pour mieux comprendre ça, en fait, on a enlevé la fenêtre d'attaque et on a essayé d'injecter le poison le plus longtemps possible. Donc ici, les participants, les attaquants continuent d'attaquer peu importe ce qui se passe. Et en fait, on voit ici que peu importe le rang, les attaquants peuvent injecter du poison. C'est juste que ça va prendre plus de temps. Et en fait, ça, c'est lié à l'adaptation. Donc, quand les rangs sont faibles, on va ralentir légèrement l'apprentissage. Et comme l'empoisonnement est fait sur des données, on va aussi ralentir l'apprentissage du poison, en fait. Et donc, ça se voit très légèrement dans la tâche. Donc, ça, c'est la précision de la tâche normale. On voit qu'il y a un léger décalage, donc ça veut dire qu'il y a un léger ralentissement.
Sauf que le poison, vu que c'est un poison qui prend du temps à faire, quand il est ralenti, il est encore plus ralenti dans le temps. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend que lorsqu'on a évalué notre durée de vie, on était en fait légèrement biaisé. Et on l'est d'autant plus, donc là par exemple, on a fait une expérience où on voit que la persistance, en fait, elle est énormément dépendante de la première phase, donc la phase d'injection. Donc ça veut dire que une fois que notre backdoor est injecté, s'il lui manque quelques pourcents de précision, donc si le poison n'est pas complètement, le lien n'est pas complètement bien fait, en fait, il va rapidement disparaître. Donc, voilà, on voit que ici, la persistance s'effondre rapidement. Mais si on a eu le temps de proprement injecter le poison, ça va durer beaucoup plus longtemps. Et donc ça, c'est très important pour comprendre comment on peut évaluer la deuxième phase. Parce que la deuxième phase, jusqu'à maintenant, donc par exemple, ça c'est un graphique de l'état de l'art, elle a été évaluée sans attendre que les attaques soient correctement terminées. Et donc en fait, elles étaient fortement biaisées par la première phase, donc on n'a pas une évaluation qui est indépendante. Donc ce que j'ai fait, donc ce qu'on a essayé pour proprement comprendre l'impact de la low rank adaptation, c'est d'augmenter la fenêtre d'attaque, donc avoir une injection du poison qui est correcte, peu importe l'architecture du modèle et peu importe le rang de l'adaptation. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'au contraire, potentiellement, quand on va ralentir l'apprentissage, on va aussi ralentir la disparition du poison. Et donc, au contraire, ici, pour des rangs faibles, le poison va persister beaucoup plus longtemps. Et ici, on a un résultat qui est beaucoup plus cohérent, là où le Vision Transformer, il est dans la continuité d'un rang qui est grand, en fait. Voilà. Plus on augmente le rang, plus on se rapproche de notre expérience témoin. Et donc ici, ce résultat est beaucoup plus cohérent avec la théorie. Voilà. Donc ça, c'est des résultats qu'on a obtenus et ça a permis de beaucoup mieux comprendre comment la low rank adaptation fonctionne, donc comment l'aura fonctionne et quel impact ça a sur le modèle, sur les poisons, etc. Donc, pour discuter un petit peu de tous ces résultats sur lesquels je vais revenir et puis voir quel impact ça a. Alors, pour commencer, on a proposé une méthode pour contrer un peu la persistance du poison. L'idée ici, c'est de forcer le modèle à se réentraîner très souvent pour rapidement oublier toute l'influence mauvaise qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, l'idée c'est de réinitialiser 1% des couches de l'aura tous les 5 rounds. Donc c'est peu, donc ça permet que le modèle garde une précision suffisante. Par contre, ça va faire rapidement oublier le poison. Donc là, on peut voir par exemple que le modèle, voilà, il fonctionne toujours très bien. Par contre, le poison s'effondre dans le cas où on a une défense et reste persistant dans le cas où on le laisse faire sans défense. Ouais. Donc ça aussi, on l'a proposé dans le papier pour contrer vraiment la persistance. Et puis ensuite, pour revenir sur les 4 attaques et sur ce qu'on a découvert, donc comment bien évaluer la persistance des attaques, c'est assez intéressant de revenir sur les résultats de l'état de l'art. Et donc on voit que potentiellement, quand on étudie proprement toutes les attaques, et ben, la persistance peut être différente de ce qu'on s'attendait à voir. Et si toutes les attaques ont le temps de proprement être injectées, en fait, on a des résultats différents. Et en fait, c'est plutôt l'attaque distribuée qui va avoir une bonne persistance si elle a le temps d'être correctement injectée. Et donc, avec une adaptation avec R égale 2, là, on a encore des persistances différentes, en fait. Donc, on voit que ça peut avoir un impact aussi sur les différentes attaques et les a priori qu'on pourrait avoir sur les attaques. Donc ça, c'est assez intéressant de se dire,
si on utilise de la low-rank adaptation, ce qu'on connaissait sur les attaques est quand même un petit peu remis en cause. Donc, ça peut être intéressant de les utiliser. Voilà, donc pour conclure, tout ce que j'ai expliqué, donc pour commencer, les adaptations LoRa avec des rangs faibles, ça va en fait ralentir très légèrement l'entraînement, mais du coup, ça va aussi ralentir les injections des backdoors. Donc, si dans notre système de federated learning, on utilise de la low-rank adaptation, si on utilise LoRa, il faut savoir que si on réduit le rang, on va ralentir l'injection des backdoors. Donc, ça peut être intéressant en fonction de notre contexte et de notre système. Dans le cas où on a des fenêtres d'attaque qui sont courtes, la durée de vie est aussi réduite. Donc, c'est ce qu'on a vu en premier lieu. Donc, c'est un premier résultat. Par contre, pour évaluer correctement la durée de vie, il faut avoir des fenêtres d'attaque qui sont longues pour que cette évaluation ne soit pas biaisée par la phase d'injection. Et donc, quand on étudie avec une convergence correcte, plus le rang est faible, plus la persistance est longue. Donc, on comprend bien que voilà, ça donne un peu des pistes pour avoir une évaluation correcte de ces adaptations pour pouvoir faire des comparaisons propres entre les attaques. Et une dernière chose aussi pour conclure, c'est souvent plus intéressant d'utiliser plutôt des rangs faibles pour ralentir l'injection du poison, pour vraiment rendre à l'attaquant plus de difficultés pour avoir une influence. Et ensuite, pour contrer la persistance, c'est plutôt mieux d'utiliser des défenses plutôt que d'attendre patiemment que le poison s'effondre. Donc, après, évidemment, ça dépend de plein de systèmes, d'autres contraintes, etc. Mais du point de vue des attaques, c'est plutôt intéressant de privilégier des rangs faibles pour l'or. Et voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, du coup, je suis là pour y répondre. Merci Bastien pour cette présentation très intéressante et puis pour l'effort de pédagogie que on a tous noté, en tout cas au début de la présentation. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de réactions là du coin de l'œil et notamment il y avait une réaction sur est-ce que tu peux revenir sur l'attaque à 3FL et la détailler peut-être un peu plus voilà. Merci Marine. Oui, complètement. Alors, l'attaque à 3FL. Alors là, il faut demander à Marine de remettre les slides. Je peux remettre les slides aussi, comme ça je peux montrer un peu plus en détail. Donc l'attaque à 3FL, c'est une attaque qui est dite adaptative. Donc ça a été beaucoup étudié. Beaucoup étudié. Alors c'est une attaque, il y en a d'autres qui sont un petit peu différentes. Et donc voilà, l'idée c'est d'adapter le trigger en fonction du modèle local, donc du point de vue d'un client qui a été compromis, on va pouvoir adapter son attaque pour qu'elle soit plus facilement injectée. Et donc l'idée c'est d'adapter le trigger. Donc ici, ça se représente en faisant des pixels légèrement différents. Donc après, on va pouvoir avoir un stickers qu'on pourra essayer d'aller coller sur les panneaux et qui va avoir un lien qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus spécifique que juste un autocollant rouge ou blanc, etc. Donc voilà, ça aide pour l'attaque. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les modèles et les bases de données que vous avez utilisées là, pour vos expérimentations? Oui, complètement. Alors, ce qu'on a utilisé, je vais peut-être revenir ici. Donc, dans l'idée, on a utilisé des modèles un peu plus gros que ce qui se fait dans la littérature. Souvent, c'est des modèles de convolution, ResNet, sur lesquels les attaques sont évaluées. Ici, on a utilisé un Vision Transformer. C'est un autre type d'architecture qui est souvent beaucoup plus gros, donc autour de 85 millions de paramètres, juste pour dire un chiffre. Et c'est aussi là que c'est intéressant d'avoir des adaptations qui sont beaucoup plus légères en termes de nombre de paramètres. Et en termes de base de données, on en a utilisé 3. On a utilisé Eurosat, donc c'est des images satellites. GTSRB, c'est des panneaux de signalisation donc pour les voitures connectées.
Et puis, la dernière, c'était CIFAR10, qui est une tâche de classification voilà, assez normale d'objets. Des photos de chats, par exemple. Ok, merci Bastien. J'espère qu'on a répondu à la question en tout cas. les autres questions. Ouais, si je pouvais avoir les questions et puis pas les prendre dans, dans l'ordre inverse. J'ai vu la dernière question, c'était comment savoir si un modèle est empoisonné. C'est une très bonne question et c'est aussi une question qui a pas vraiment de réponse. En fait, c'est très difficile de savoir si un modèle est empoisonné parce que de un, il continue de fonctionner normalement. En fait, il y a juste un comportement en plus qui est caché et qui se cache parmi des millions de paramètres. Donc les paramètres, c'est juste des nombres flottants et donc c'est difficile de savoir si notre modèle est empoisonné et aussi c'est très difficile de savoir comment parce qu'on ne connaît pas forcément le trigger. Donc là, ça peut être des autocollants comme ceci, mais ça peut être des trucs très très différents, par exemple des formes ou des dégradés au sein de l'image, etc. Voilà, donc le modèle peut apprendre des choses très très variées et donc c'est très difficile. Et ça aussi, c'est un sujet à part entière de détecter le poison au sein d'un modèle. Voilà. Donc, si jamais ça t'intéresse, il y a plein de papiers qui en parlent et qui essayent de répondre à cette question. Alors, une question très précise là, de Jean-Jacques Bernard. Est-ce que vous avez mesuré l'impact du nombre de clients compromis? Et en gros, est-ce qu'il y a un seuil au-delà duquel on n'arrive pas à supprimer l'apprentissage empoisonné? On comprend que si tous les clients sont compromis, c'est cuit. Et si on en a moins, qu'est-ce qui arrive? Alors ça, c'est une bonne question aussi. C'est en gros sur le budget de l'attaquant. Quelle est la part du système qui est empoisonné, etc. Alors, souvent, moi, ce que j'ai remarqué dans les expériences, c'est que, évidemment, si on réduit le nombre de clients compromis, il va mettre plus de temps à injecter son poison. Mais très souvent, même quand on réduit énormément le nombre de clients empoisonnés, ça va juste être une question de temps, en fait. Et donc, s'il arrive à influencer sur le long terme et à rester présent, même s'il est tout seul parmi une centaine, il va arriver petit à petit à faire son impact. Voilà. Mais oui, très souvent, si on réduit de moitié le nombre de clients compromis, on multiplie par 2 le temps d'injection du poison. C'est assez évident. Et il y a un seul au-delà duquel on n'arrive pas à supprimer l'apprentissage empoisonné. Ça, je dirais que, en fait, à partir du moment où le système est empoisonné, au final, si l'attaquant ne participe pas, il faudra juste attendre suffisamment de temps, mais très souvent, tant que le modèle continue d'évoluer, au fur et à mesure, le poison finira par partir, parce que le modèle continue d'apprendre. Donc, voilà. Ok, merci Bastien. On a une remarque plus qu'une question de Saifeddin Aloui qui dit que si on baisse le rang, on pénalisera aussi les vrais apprentissages. Oui, alors ça dépend des tâches, mais c'est vrai. Alors nous, dans notre tâche, si on baissait le rang, en l'occurrence, ça n'impactait pas tant notre tâche, parce que notre tâche était notre modèle était suffisamment gros pour que la tâche soit bonne. Mais c'est vrai que si jamais le rang impacte la tâche normale, eh ben, il faut pas le baisser. Il faut aussi designer en fonction de ce qu'on veut, quoi. Oui, c'est vrai. Ok, merci. Encore une question de Jean-Jacques Bernard. Est-ce que la confidentialité n'est pas remise en cause aussi à travers ce qui pourrait transparaître dans les modèles, c'est-à-dire la mémorisation des données par les modèles, par exemple? Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est une grande question. Donc, il y a aussi, je m'en suis intéressé que de loin. Je n'ai pas pu me plonger dans tous les sujets. Mais ça, c'est une très grande question de est-ce qu'à partir d'un modèle, d'un réseau de neurones, on arrive à revenir aux données
il y a des résultats très impressionnants où ils arrivent à vraiment extraire des images, du texte, du modèle et à faire recracher des informations que le modèle a apprises. Donc ça, c'est vraiment tout un sujet de sécurité de l'apprentissage fédéré, d'étudier la confidentialité des données. Et c'est d'autant plus important que dans l'apprentissage fédéré, vu que les données sont en local, on va se permettre d'aller utiliser des données encore plus sensibles. Donc, il faut vraiment prouver que la confidentialité est bien respectée. Ok, merci. Je crois qu'on a traité l'ensemble des questions. Je crois pas forcément. À la limite, tu as beaucoup parlé des attaques là, dans la présentation, c'est un peu l'objet. Est-ce que vous avez déjà utilisé des défenses de l'état de l'art et puis quelles sont les suites de ces travaux? Oui, pour les défenses, alors on a utilisé une défense de base qui s'appelle le clipping, qui permet de limiter l'impact de chacun des clients. Donc ça évite des attaques très faciles, très naïves, qui permettent de prendre le contrôle direct. Donc les backdoors, c'est un peu plus subtil, c'est une influence sur le long terme, mais on avait déjà gardé du clipping qui est une défense de base. Et puis ensuite, pour la suite des travaux, là, on travaille donc sur d'autres types d'empoisonnement, où l'idée, ça va être d'empoisonner le modèle directement et donc de garder une base de données qui est propre, mais de faire de légers empoisonnement du modèle directement, donc jouer sur les neurones pour injecter une backdoor dans le système. Voilà, donc c'est des travaux différents que je fais actuellement. D'accord, très intéressant. Merci Bastien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Il reste à peu près 5 minutes. Je vais en profiter pour donner quelques informations générales. Donc déjà, vous pouvez retrouver ce replay dès lundi, je crois, François, sur le site de l'IRT Nanoelec. Donc je crois que Marine avait donné les liens là dans le chat. Donc n'hésitez pas à le récupérer le replay. Et puis 3 autres informations importantes pour l'IRT. Donc les posters et les diaporamas des exposés présentés le 16 décembre dernier lors du symposium pour l'électronique et le numérique durable, co-organisé par Nanoelec, le PUI Grenoble-Alpes, le LabEx Microélectronique UGA et le PEPR électronique, sont déjà en ligne sur l'IRT Nanoelec, sur le site de l'IRT Nanoelec. Donc n'hésitez pas à récupérer les informations qui vous intéressent. Nanoelec sera également présent lors du festival Tech & Fest qui se déroulera à Grenoble les 4 et 5 février prochains à Alpexpo. En particulier, vous pourrez découvrir la sélection 2026 des affiches sur la microélectronique et la souveraineté créées par les étudiants grenoblois de l'école Brassard, donc des étudiants graphistes. Et enfin, Minalogic organise la 5e édition de ses journées cyber, les 5 et 6 mars à Lyon. Donc, n'hésitez pas à y participer. Le Nanoelec qui participera avec des interventions sur la cybersécurité. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les informations. Merci à tous et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire Nanoelec. Merci, bonne journée.